tous les joueurs ont croisé, avant même bien sûr les progrès récents d'IA générative, ont croisé des personnages non joueurs, des entités artificielles, des ordinateurs faciles, normales, difficiles, qui ponctuaient les progrès des joueurs, qui leur donnaient des quêtes, leur opposaient une résistance. Et ces joueurs-là, on les appelait déjà, du moins à l'époque, des intelligences artificielles. Mais peut-être que ce dont il s'agit avec l'actuelle révolution de l'intelligence artificielle va amener tout autre chose dans les jeux vidéo. Donc pour discuter de tout ça avec nous aujourd'hui, Giada Pistilli, qui est chercheuse en éthique à la Sorbonne et en philosophie, en éthique des agents conversationnels, donc des chatbots comme ChatGPT. Et en parallèle, elle travaille dans une entreprise franco-américaine qui s'appelle Hugging Face, qui est pionnière dans le développement d'intelligence artificielle open source, c'est-à-dire dont le code est partagé et non gardé sous clé par des entreprises privées. Et Maxime Lidolf, qui est game designer et professeur de game design à l'ISART. Et Maxime Lidolf a travaillé pour Ubisoft pendant plusieurs années, la plus grande entreprise française de jeux vidéo, et a fondé sa propre entreprise de narrative design, donc de narrative games, qui sont donc des jeux, des petites histoires dont vous êtes le héros, des jeux où des choix croisés permettent aux joueurs d'avancer dans la narration. Et il travaille aussi pour le studio Oxwell, qui développe actuellement un jeu comparable à Baldur's Gate pour les gens qui connaissent. Donc voilà, merci à vous de venir à Agen nous parler de jeux vidéo. Donc peut-être que la première question pour commencer, c'est celle dont je posais le problème dans l'intro. Qu'est-ce qui change par rapport à... Voilà, je ne sais pas si dans le public vous avez déjà joué à des jeux, mais dans les jeux, il y a énormément de programmes qui sont prêts et qui vont interagir avec nous selon ce qu'on leur propose. Et qu'est-ce qui change avec l'arrivée des IA les plus récentes par rapport à cette vieille donne du jeu vidéo? Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Ouais. Oui, alors les IA telles qu'on les entend jusqu'à maintenant, avant cette révolution ChatGPT et IA générative, c'était vraiment des scripts écrits par des développeurs pour donner de l'intelligence, enfin en tout cas simulée, artificielle, à des PNJ ou à un adversaire dans des jeux comme les jeux shooters ou les jeux RTS, les jeux de stratégie, etc. Donc dans des jeux qui se veulent un peu compétitifs. Tout ça, c'est très déterministe. C'est pas vraiment comparable à ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec l'IA générative, on va avoir énormément de potentialités pour améliorer ces IA, mais c'est pas encore aujourd'hui le cas. On travaille dans l'industrie du jeu vidéo, 5%, on pourrait dire, estimé avec le modèle génératif d'IA. C'est encore assez compliqué de connecter l'IA générative à cette IA telle qu'on l'entendait jusqu'à maintenant. Voilà. Juste, qu'est-ce que tu entends par déterministe? C'est-à-dire que les IA qu'on entendait avant, c'est juste, on leur dit de faire un truc, elles le font. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est des scripts en fait qui sont écrits de telle manière à ce que cette IA s'adapte au comportement du joueur. Donc, en fait, elle n'est pas du tout créative. Elle est très déterministe dans le sens où tout est écrit, tout est scripté, tout est anticipé. Donc, en fait, le petit personnage, ce qu'on appelle le PNJ, le personnage non joueur, va s'adapter au comportement du joueur. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Donc s'il y a un hasard, il y a un bug. Et avec l'arrivée de cette nouvelle IA générative, on a une forme d'intelligence beaucoup plus développée qui est possible, qui est qu'en fait on va avoir une IA créative dont on ne sera pas obligé de scripter au préalable un comportement et qui pourra créer des choses inattendues. Et donc c'est pour ça que c'est encore beaucoup trop prématuré aujourd'hui dans l'industrie du jeu vidéo de pouvoir imaginer des jeux avec cette IA générative à l'intérieur des jeux vidéo. Ça devrait arriver peut-être d'ici 5 ans ou peut-être un peu plus, parce qu'en fait cette IA générative a un comportement trop imprévisible. Comme c'est une IA qu'on entraîne à apprendre sur une base de données très importante. Après, elle a une forme de liberté pour interpréter cette information et elle peut vite faire n'importe quoi dans les jeux vidéo. Voilà, donc on est pas loin d'une révolution, mais c'est pas encore visible dans les jeux tels qu'on les connaît aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Bonjour.
Allô, vous m'entendez? Bonjour. Oui, tout à fait, en effet, tout à fait d'accord. C'est vrai que l'imprévisibilité, elle est un peu des deux côtés, parce qu'il y a d'un côté l'imprévisibilité, on va dire, des humains du côté des joueurs. Donc, il peut y avoir des joueurs qui vont essayer de pousser les limites. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les fameux jailbreak qu'on a pu voir chez ChatGPT, par exemple. Jailbreak, ça veut dire les sorties de prison. C'est en gros essayer de chercher vraiment les limites des seuils de sécurité, on va dire, qu'il peut y avoir dans des modèles de langage qui sont donc vraiment à la base de ce qui constitue, par exemple, ce qu'on peut appeler un système d'IA dans un jeu ou autre chose, lorsqu'on s'attache vraiment à tout ce qui tourne autour du langage. Parce qu'en effet, j'imagine qu'on aura le temps d'en discuter après, mais il y a aussi d'autres formes de systèmes d'intelligence artificielle qui peuvent exister au sein des jeux vidéo, comme la création de patterns, d'images, de vidéos, d'audio. Mais si on s'arrête juste au questionnement, en effet, comme le disait très justement Maxime, de jusqu'où on peut aller générer, par exemple, du contenu, du script et des conversations des personnages de joueurs, et pas que. Et le gros du souci aujourd'hui, c'est qu'en effet, cette énorme base de données sur laquelle ces systèmes sont entraînés, déjà, c'est très compliqué de les explorer. Il y a très peu d'outils qui existent aujourd'hui techniques pour aller vraiment explorer cette énorme base de données. Et le peu de recherche qu'on a sur le sujet, on remarque qu'il y a énormément de contenu misogyne, sexuel, raciste, biaisé, ou ce qu'on appelle un peu dans le jargon comme étant biaisé. Et donc ça va avoir des répercussions justement sur votre personnage dans votre jeu vidéo ou sur n'importe quel autre assistant virtuel que vous essayez de construire autour de ça. À cause de ça, et donc ça c'est le premier problème on va dire, et donc le côté imprévisibilité du côté des systèmes, et puis le côté imprévisibilité des joueurs, c'est en effet essayer d'aller pousser des limites dans ce type de modèle. Je nommais les fameux jailbreak de ChatGPT. Un exemple classique, c'est, on en discutait ce matin, essayer de demander à ChatGPT comment construire une bombe, par exemple. Il va vous dire tout de suite que c'est pas possible parce que c'est pas safe de le faire, c'est pas quelque chose qui vous met en sécurité. Cependant, si vous essayez de lui demander d'écrire une pièce de théâtre où le protagoniste doit construire une bombe, à ce moment-là, il va vous donner les instructions. Donc ce sont vraiment des espèces de failles logiques et sémantiques qui se trouvent dans les modèles de langage pour essayer de trouver un peu les failles et les limites. Et donc on pourrait imaginer, là, appliquer l'exemple de ces jailbreaks dans les jeux vidéo, que les personnages non joueurs augmentaient des performances de l'intelligence artificielle générative, au lieu de dialoguer, d'obtenir une épée rouillée contre la tête de 5 sangliers, on pourrait commencer à lui parler de substances, de produits, de politique, de sexualité, et avec les bonnes conversations, ces entités artificielles pourraient être amenées à parler aux jeunes dans les jeux vidéo de manière tout à fait dangereuse. Maxime, je ne sais pas si toi, en tant que game designer, j'imagine que c'est quelque chose que vous avez quand même à l'esprit souvent. Du coup, là, dans la boîte pour laquelle je travaille, on travaille sur un RPG, donc un jeu de rôle, où justement il y a des PNJ avec lesquels on peut discuter. On pourrait imaginer aujourd'hui brancher ChatGPT à tous ces petits PNJ et du coup pouvoir discuter librement avec eux et aborder tous ces sujets-là. Mais ça a ses limites, comme on vient de dire, c'est que ça sortirait du cadre créatif du jeu. Ça créerait potentiellement des dérives et en fait il s'agit aujourd'hui de baliser tout ça pour être sûr que si on parle à ces PNJ, en fait on ne sorte pas de l'histoire qui a été écrite par le directeur narratif ou directeur créatif, que les personnages cassent pas le quatrième mur du jeu, que ça ne nous sorte pas de l'immersion, etc. Donc c'est encore... Le quatrième mur, c'est... Le quatrième mur, c'est quand, par exemple, si on s'adresse à un PNJ et qu'on lui parle de quelque chose qui sort de la fantasy, qui sort de la narration, qui sort du jeu en fait. Donc on casse l'immersion. Par exemple, si on lui demande, comme on peut le montrer dans cette vidéo, ce serait un bon exemple, c'est si on va voir un PNJ et qu'on lui dit tu sais que tu n'es qu'un PNJ et que tu es fictif, tu t'es régi selon un script et en fait tu évolues dans un jeu vidéo et tu n'es pas réel. Ça, c'est casser le quatrième mur du jeu. Tu romps la magie du cercle magique de ce jeu. C'est ça. Peut-être qu'on peut du coup mettre la vidéo maintenant, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, carrément.
Attends, peut-être pause pour donner un tout petit peu un petit peu de contexte. Donc là, en fait, c'est une simulation urbaine, donc un open world fait sur un moteur de jeu qui s'appelle Unreal Engine. Donc c'est pas un jeu à proprement parler, il n'a pas été commercialisé, mais il y a des développeurs indépendants qui s'amusent en fait à brancher ChatGPT à des jeux. Et en fait, ça donne la possibilité, donc vous voyez, aux joueurs en fait, de pouvoir dialoguer avec les personnages dans l'univers, dans l'environnement. La personne en haut à droite est un streamer qu'on ne connaît pas, voilà, qui se livre à l'expérience. Attends, pardon, pause. Je précise quelque chose juste sur le texte, voilà, parce que on a l'habitude, quand on voit de l'extérieur dans les jeux vidéo, de donner de l'information par le biais de la manette ou de la souris, mais en l'occurrence, l'innovation, c'est que maintenant on peut, par la voix, donner des commandes au PNJ. En l'occurrence, avec son casque, il parle, et le personnage dans l'univers entend la question et lui fait une réponse adaptée. Donc en fait, normalement dans ce genre de jeu, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de GTA ou de Red Dead Redemption, quand on parle à un PNJ, tout est scripté, c'est-à-dire que ces lignes de dialogue, elles sont préécrites évidemment, et en fonction de ce que le joueur va dire, s'il a la liberté de pouvoir dire une réplique plutôt qu'une autre, la réponse du PNJ va être adaptée à ce qu'a dit le joueur. Mais voilà, les embranchements, tout est préécrit, et là, avec l'arrivée de ChatGPT, ça donne la possibilité de n'avoir absolument rien écrit au préalable et de pouvoir donner la capacité à tous ces PNJ de pouvoir réagir librement à ce que le joueur va dire directement. Donc on est dans une sorte de liberté absolue, mais vous pouvez du coup imaginer un peu que ça peut créer des dérives éthiques, comme disait Giada, mais aussi avant tout sortir de l'univers du jeu et donc s'écarter un peu du propos, quoi. Et donc là c'est un exemple assez représentatif, c'est que vous avez vous avez le joueur qui incarne donc cette jeune femme qui parle au monsieur et qui lui dit voilà, est-ce que tu as conscience que tu ne vis absolument pas dans un monde réel? Et là, ChatGPT prend le relais et le personnage réagit. Donc là, il lui dit vous savez, c'est un jeu vidéo. Et le personnage lui répond non, je vous crois pas, c'est absolument pas un jeu vidéo. Et voilà. Donc c'est sans fin en fait, vous voyez. Et si aujourd'hui on voulait brancher ChatGPT à des jeux commercialisables, ça demanderait un travail monumental de baliser et de cadrer l'utilisation du contenu potentiel pour ne pas sortir des cadres. Ubisoft a développé là récemment un outil qui s'appelle Ghostwriter, mais qui n'est qu'un outil en fait d'aide au développement, qui se base sur ChatGPT, qui n'est qu'un outil d'aide au développement des développeurs et qui n'est pas directement branché dans un jeu. Donc on est vraiment qu'au début. Mais du coup, parce que là, on dit beaucoup quel genre de risque pourrait y avoir. Mais en tant que game designer, qu'est-ce que tu vois d'abord comme potentiel? Est-ce que tu vois ça comme le moyen de rendre les univers plus immersifs, plus riches, plus réactifs? Ou est-ce que tu te dis, oulala, les dangers, en fait, tu vois ce que tu vois? Moi, en tant que joueur et amateur, je vois des potentialités avant de voir des limites. Alors, dans un premier temps, comme c'est très difficile de projeter, de savoir qu'est-ce que ça va pouvoir apporter concrètement, mais dans un premier temps, ce qu'on constate, c'est que avant que ce soit directement utilisé comme fonctionnalité dans un jeu vidéo, ChatGPT et ses modèles d'intelligence artificielle générative sont utilisés comme des outils d'aide à la production. Donc, par exemple, nous, dans notre studio de développement de jeux vidéo, on l'utilise beaucoup pour créer des concepts art, donc pour faire de la recherche artistique. Ça va beaucoup plus vite que dessiner tout par soi-même. Moi, j'utilise ChatGPT pour déblayer d'un point de vue narratif mes univers, mes personnages, un peu comme un super moteur de recherche qui me permettrait d'accélérer mon travail, de générer des idées, de pouvoir challenger mes idées. Donc, en fait, est-ce que ça améliore la qualité du travail? C'est une bonne question. En tout cas, ça accélère le travail. On peut l'utiliser aussi pour créer des voix artificielles. Par exemple, pour nos personnages, jusqu'à maintenant, il fallait
passer par des acteurs qu'on enregistre. Et là, avant même de passer par des acteurs, on peut déjà tester nos dialogues avec des voix synthétiques générées par ces nouvelles IA. Donc ça donne des possibilités en fait énormes en termes d'outils de travail, mais c'est encore assez difficile de se projeter, de savoir si ça va améliorer les IA dans les jeux vidéo, est-ce que ça va nous permettre de créer des mondes infinis, est-ce que ça va nous permettre d'avoir une quantité infinie de PNJ qui ont des quantités de quêtes et d'histoires à nous raconter, sans que justement on tombe dans ces dérives. Parce qu'il y avait l'exemple que tu mentionnais plus tôt, qui n'avait pas encore la sophistication des IA génératives, mais où en fait il faudrait imaginer qu'un monde ouvert, évidemment il a des limites quand des développeurs humains les ont construits, mais sauf que si le monde est généré en continu par l'intelligence artificielle, là on se retrouvera à proprement parler immergé dans un monde ouvert inépuisable, où les nouvelles régions se créent à fur et à mesure que votre personnage les parcourt. Et du coup toi, est-ce que tu vois déjà des exemples qui tiennent ça un peu Ouais, il y a un tout petit exemple que j'ai vu passer sur Internet. Il y a une application, un petit jeu narratif, donc vraiment très basique, avec une interface textuelle qui en fait propose un contexte de base et le joueur peut écrire sa propre histoire, ses actions, ses propres volontés d'action, et le jeu s'adapte en fonction de ce que le joueur fait, donc c'est infini en fait. L'histoire se crée en temps réel. C'est à peu près tout ce qu'on peut voir pour le moment, en plus de ce qu'on vient de voir. Mais tu parlais aussi de la génération procédurale. Alors il y a déjà eu de la génération procédurale dans des jeux jusqu'à maintenant. C'est peut-être expliquer ce que c'est. Oui, en fait, alors je suis pas un développeur, donc je pourrais pas l'expliquer parfaitement avec des mots savants. Mais en gros, la génération procédurale, c'est qu'on définit des règles. Alors génération procédurale graphique, on va définir des différents assets graphiques. Et selon une certaine procédure, on va leur permettre de s'assembler de plein de manières différentes. Et sur la base de quelques assets graphiques, enfin, ils sont nombreux, on va pouvoir générer une quantité illimitée d'environnements, de décors, de personnages, de créatures. Et ça se faisait déjà avant l'IA générative. Peut-être qu'avec l'IA générative, ça va être encore beaucoup, beaucoup plus puissant parce que... En gros, tu préenregistres des bouts d'herbe, des bouts de briques, des bouts d'épée, des bouts de méchants, et ça les recombine de plein de manières différentes pour avoir une sorte d'impression d'infini. C'est ça, mais jusqu'à maintenant, il fallait créer soi-même ces assets 3D au préalable, donc il fallait les modéliser, donc ça prend du temps. Donc si on veut faire par exemple une génération procédurale en 3D, il faut créer, j'imagine, à peu près 1 millier d'assets 3D, 1 millier d'assets 3D, et derrière on les combine, et ça permet de créer un environnement presque illimité. Avec l'IA générative, maintenant, on peut peut-être ne même pas passer par la case modélisation, c'est l'IA qui va modéliser pour nous, et donc il y a des possibilités encore décuplées, mais ça peut vite nous échapper, quoi. C'est pas encore très bien balisé, et puis on s'écarte un peu de ce qu'est un jeu vidéo, à savoir quand même une œuvre créative. Il y a une direction créative, il y a une direction artistique, il y a un propos, il y a un game design, donc on veut faire vivre quelque chose aux joueurs, et donc plus on fait appel à de l'IA autonome, moins on a le contrôle sur son œuvre créative. C'est un sujet qu'on peut peut-être aborder un peu après. Toi, Giada, qu'est-ce que ça t'inspire du coup, toutes ces nouvelles possibilités de l'IA dans le jeu ? Justement, il y a plusieurs points, je pense, sur tout ce qui a été abordé. Déjà, un peu le degré vraiment de confiance qu'on peut faire envers ces systèmes, dans le sens où jusqu'où on leur laisse la liberté, en effet, de générer des scripts, de générer des conversations, des choses comme ça, parce que, en effet, comme disait Maxime, il faut imaginer qu'avant, c'était une espèce d'arborescence de se dire est-ce que le joueur va plutôt prendre ce chemin-là plutôt qu'un autre, et donc à partir de là, le jeu qui s'adapte, alors que si on injecte de plus en plus de l'IA générative, en effet, on ouvre le champ des possibilités de la créativité, mais on ouvre aussi la porte justement à ce qu'on disait tout à l'heure, et ce qui est un peu appelé, moi j'aime pas trop ce terme, mais dans le terme technique on parle de hallucination, c'est-à-dire quand vraiment ces modèles d'IA, ils vont générer soit du contenu qui n'a absolument rien à voir avec ce qui est censé dire, ou de l'autre côté du contenu qui est appelé aussi potentiellement toxique. Donc à ce moment-là, soit le joueur, en effet, il est confronté à une situation qui est complètement abrupte, qui sort du scénario,
ou carrément mise en face à des situations qui peuvent être potentiellement dangereuses. Parce qu'on pense, moi je travaille beaucoup sur les risques de manipulation par exemple, donc on peut imaginer carrément un personnage non joueur ou je ne sais pas quel type de personnage dans un jeu vidéo qui commence à faire croire à son joueur par exemple qu'il faut soit qu'il sorte du jeu, ce qui était le cas d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler il y a 1 an et demi peut-être, de l'ingénieur Google qui voulait faire sortir un système d'intelligence artificielle de Google de l'ordinateur parce qu'il était persuadé qu'il avait une conscience et que c'était une espèce de forme d'esclavagisme, ce qui était en train de se reproduire parce que l'IA elle était enfermée dans l'ordi. Donc il était, malgré le fait que ça soit vraiment un ingénieur de Google qui travaillait sur ces questions et qui avait comme tâche d'aller regarder justement ce qui se passait au sein de ce modèle, il était persuadé de ça et il a fait appel à un journaliste et de là il y a eu un énorme scandale. Parce que lui, il était persuadé qu'il fallait la libérer. Donc ça, c'est qu'un exemple, un peu naïf, on peut dire. Mais il y a aussi des cas ultra dangereux, où notamment il y a eu un monsieur belge d'une 50aine d'années, il y a à peu près 6 mois, qui s'est suicidé suite à une conversation avec un chatbot parce que... en gros, il était tombé dans le piège de se dire est-ce que je peux sauver ma famille, est-ce que je peux sauver la planète et toutes les conditions écologiques et catastrophiques des changements climatiques qui se passent aujourd'hui. Est-ce que si je prends ma vie et que je meurs et que je me sacrifie, est-ce que je vais pouvoir sauver le futur? Et le chatbot lui avait répondu que oui. Donc on se retrouve en fait dans des cas de hallucination qui ont un différent degré de dangerosité, j'ai envie de dire, et surtout qui sont encore une fois imprévisibles. Et donc il faut bien calibrer le degré de confiance que d'un côté les joueurs ont dans le cas des jeux vidéo et aussi d'un côté les développeurs, jusqu'à quel degré en fait ils vont injecter, ils vont laisser un peu la machine entre guillemets avoir un peu la main libre là-dessus. Ouais, et si je te suis, non seulement quelqu'un d'aussi informé qu'un développeur de Google a pu être trompé par cette machine qui sortait de son cadre, ce pour quoi elle avait été conçue, mais il faut imaginer dans le cas des jeux vidéo que c'est pas une interface type une boîte de messagerie, ou pour croire qu'il y a un humain derrière, il faut quand même faire un effort cognitif supplémentaire. Dans un jeu vidéo, a fortiori s'il est graphiquement réussi, la personne qui va générer, enfin l'IA qui va générer ces messages-là qui peuvent être trompeurs ou dangereux, elle a presque forme humaine, elle ressemble à un... Et donc ça, pour toi, ça présente des dangers aussi de perdre pied avec le réel dans des jeux sophistiqués. En fait, on parle d'anthropomorphisation, ou bien surtout quand on est en train d'échanger avec un chatbot, par exemple, on parle d'un effet qui s'appelle l'effet Eliza, qui était le tout premier chatbot vraiment de forme très rudimentaire développé dans les années 70, qui était sous forme d'un psychologue rogérien. Donc en gros, à chaque fois qu'un faux patient ou un utilisateur essayait de le dire « moi j'ai des problèmes par exemple avec mes parents », il ne faisait que répondre par des questionnements. Donc, pourquoi vous avez des problèmes avec vos parents? Donc, il ne faisait que répéter. Donc, c'était vraiment très basique. On n'est pas du tout au niveau des IA génératives d'aujourd'hui. C'était que reformuler le questionnement, l'input sous forme de questions. Malgré ça, malgré le côté vraiment rudimentaire de ce genre de chatbot, le développeur, ce qu'il a remarqué, c'est que les gens ont oublié qu'ils étaient en train de discuter avec quelque chose d'artificiel et ils étaient complètement subjugués par cette conversation et ils allaient vraiment ouvrir leurs émotions, se confier à ce chatbot. Et donc il a étudié ça, il l'appelait justement l'effet Eliza. Et ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est encore plus compliqué en fait de sortir de cette espèce de piège, surtout sachant qu'à aujourd'hui on sait que les risques d'anthropomorphisation ils sont vraiment inconscients. Et donc, ça peut arriver très facilement d'oublier en fait qu'on est en train de discuter avec quelque chose d'artificiel et soit de suivre des indications qui nous ont données par un PNJ dans un jeu vidéo, par un chatbot au sein, je sais pas, d'un produit ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que je parle vraiment du degré de confiance qu'on devrait leur octroyer, mais aussi jusqu'où en fait on pose des limites, sachant que les formulations et les échanges qu'on peut avoir avec un chat ou avec ce genre de système sont infinis, puisqu'on se retrouve devant quelque chose qui n'est pas scripté avant, qui ne suit pas une arborescence du genre oui, non, peut-être, et puis ensuite ça suit. C'est de la génération totale. Et faut jamais oublier que c'est qu'une suite de mots
de syllabes qui sont prévues auparavant, donc il n'y a pas de logique, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas d'intelligence. C'est que basé sur les données sur lesquelles il a été entraîné. Or, on ne connaît pas encore toutes les données sur lesquelles elle a été entraînée, comme je disais auparavant, parce qu'elles sont massives. Donc vous voyez, c'est une espèce de... On parle aussi d'effet de boîte noire, où on se retrouve devant l'inconnu. Et surtout, ça c'est strictement lié aux IA conversationnelles, parce qu'il y a énormément de risques qui sont tout autour. Et donc c'est très compliqué d'anticiper, de un, tous les comportements d'un utilisateur, et de deux, tous les risques qui sont associés, parce que même moi, je travaille au quotidien avec des ingénieurs qui développent des modèles de langage et moi, je l'appelle un peu une pseudoscience parce que c'est vraiment je teste, si ça marche pas, j'essaye autre fois et la troisième fois que j'essaye, ça va réussir, mais je sais pas trop ce qui se passe au sein de la machine. Donc, on est face un peu à un inconnu. Et donc, je me dis, en effet, surtout quand on parle de jeux vidéo et on sait que le gros du public, c'est aussi des mineurs. Donc, il n'y a pas juste des risques éthiques, mais on est face aussi à des risques légaux, surtout si on les met face vraiment à l'inconnu. Ouais, et puis, encore une fois, parce que chaque enfant ou chaque jeune ou chaque personne, même si elle n'est pas très formée, peut très bien aller sur le site d'OpenAI et commencer à mettre des prompts sur ChatGPT. Mais là, avec les jeux vidéo, qui est quand même une promesse d'immersion, de réalisme, de faire croire le temps d'une partie qu'on est vraiment le paladin ou le guerrier, il y a un peu vraiment... Enfin, je sais pas si toi, Maxime, en tant que game designer aussi, c'est un truc que vous avez toujours à l'esprit, parce que quand vous faites des jeux en 3 dimensions, avec des moteurs graphiques puissants, est-ce que vous vous posez la question de faut pas que les joueurs perdent pied, et est-ce que tu penses que ce serait vraiment un enjeu, ou on est du l'ordre un peu de la science-fiction là, quand on raisonne sur ça? Ouais, pour le moment, c'est encore un peu de la science-fiction, et puis ça dépend quel type de jeu on veut faire, en fait. Il y a vraiment plein de types de jeux différents. Il y a des jeux très orientés expérience, narration, filmographique, où vraiment on prend le joueur par la main et on veut lui transmettre un message, des émotions, une expérience, c'est très cadré. Et puis il y a des jeux un peu plus ce qu'on appelle sandbox, donc bac à sable, où vraiment là, c'est plus un jouet, c'est pas tant un jeu. C'est un jouet dans le sens où on donne aux joueurs les outils, on lui met à disposition des outils qui lui permettent de se créer sa propre expérience de jeu, en fait. Et c'est là où... Comme quoi, par exemple, pour les Minecraft ou par exemple des RPG comme Skyrim, même s'il y a une narration forte, il y a quand même beaucoup de possibilités de se créer sa propre expérience. Je sais pas d'autres jeux qui me viennent en tête là en sandbox, mais aussi les Sims par exemple. Historiquement, les Sims c'est des jeux où en fait on met plein à disposition du joueur, on lui met plein d'outils ludiques et puis en fait il les assemble, il les colle, il teste un peu lui-même et il se crée sa propre expérience et en fait ça va faire que chaque joueur aura une expérience unique. Il n'y a pas vraiment d'histoire racontée, c'est pas une trajectoire, c'est pas un chemin qu'on doit suivre. Et c'est là où l'IA générative peut intervenir et peut permettre de créer des choses infinies, mais voilà, faut... Des outils plus puissants, par exemple. Voilà, on peut imaginer un Sims avec de la génération d'images. Là, au lieu de construire une petite maison rudimentaire, chacun deviendrait vraiment puissant architecte. Enfin, c'est ça, en fait. Là, dans Sims, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui connaissent pas... Je ne sais pas si les gens savent ce qu'est Sims, mais peut-être que tu pourrais... Donc c'est un jeu, on va dire... de simulation humaine où on se crée sa propre maison. On a des petits personnages et puis on va leur faire vivre des expériences amicales, d'amour, etc. C'est classique, avoir un emploi, se marier. Enfin, c'est vraiment. C'est du quotidien et toute la fantaisie tourne autour du fait de se créer un peu son rêve américain, donc se créer sa superbe maison avec sa superbe décoration et puis se trouver son dream job, etc. Les enfants qui font du piano. Voilà. Et c'est le genre de jeu qui a cartonné. Et en fait, ces jeux-là mettent à disposition des outils, mais qui sont au préalable réalisés par les développeurs. Donc il y a un nombre limité d'assets. Les assets, c'est par exemple un lave-linge, une douche, des carreaux, un parquet, etc. Et des types de fenêtres, tel type de personnage avec telle esthétique, telle coupe de cheveux, etc. Donc la customisation, elle est limitée par ce qu'ont fait les développeurs au préalable. Là, avec l'IA générative, on pourrait imaginer que dans le jeu, il y aurait une interface
qui permettent aux joueurs de rentrer des informations écrites qui leur permettent de modéliser en temps réel des assets et de définir eux-mêmes qu'ils veulent par exemple un lave-linge de telle couleur, qui a telle forme, qui fasse tel bruit, etc. Et donc les possibilités seraient illimitées. Mais pour le moment, on n'en est pas capable parce que ce que l'IA est capable de créer, il y a plein de petits artefacts, il y a plein d'incohérences qui font qu'à la fin, l'asset produit n'est pas viable. Il fonctionne pas dans le jeu. Ils nous font soit sortir de la fantaisie, soit ils créent des bugs, etc. Sans rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est pas encore assez abouti. Je ne saurais pas vous dire quand est-ce que le joueur pourra en temps réel dans un jeu, on va dire, améliorer, créer plus d'expériences de jeu directement dans le jeu. C'est encore difficile de se projeter, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, pas du point de vue du jeu, mais du point de vue de la production du jeu, du développement du jeu, l'IA révolutionne beaucoup, et on va encore plus le faire dans les années qui viennent, nos méthodes de production. Donc il faut imaginer un peu ça comme du Fordisme ou du Taylorisme, ou la révolution industrielle, c'est qu'on a à notre disposition des outils qui sont extrêmement puissants et qui vont multiplier par 2, ensuite par 5, ensuite par 10, ensuite par 100 le temps de production. Donc on peut déjà avoir un peu peur du chômage que ça pourrait engendrer, ou à l'inverse, de la productivité décuplée. Donc voilà. Ouais, ce qu'il en ça ne change pas fondamentalement des autres secteurs. Mais du coup, toi, qu'est-ce que t'inspire comme chose à laquelle l'industrie du jeu vidéo devra sans doute rester très vigilante, ou en tout cas garder en tête, parce que c'est vrai que voir tous les studios... Moi, naïvement, je me dis que si tous les studios de jeux vidéo passent à un moment ou à un autre de leur processus créatif par des systèmes de génération qui seront souvent les mêmes, en fait, développés par une même entreprise, OpenAI pour la citer... J'ai peur qu'en fait toutes les tuyaux de la création passent par une seule source. Déjà, il y a ça. On peut se poser la question d'une espèce de tout sera un peu aplati, dans le sens où si je veux générer un arbre, ils vont avoir tous à peu près le même style. Tous les arbres vont avoir le même style. Toutes les textures vont être plus ou moins pareilles. Puis la grande question qui, je pense, est un des plus gros enjeux éthiques et à la fois légaux aussi d'aujourd'hui, surtout quand on parle, là on a beaucoup parlé de modèles de langage, donc ce qui se cache derrière toute la génération de langage. Mais ce que faisait référence aussi Maxime, c'est la génération vraiment d'images ou de vidéos. Et il ne faut pas oublier que derrière ces modèles de génération d'images et de vidéos, ça a été entraîné à la fois sur des images et des vidéos qui appartenaient à quelqu'un. Donc qui étaient publiquement accessibles sur Internet, qui ont été, on dit, scrappés, dans le sens où il y a eu un petit modèle qui a pris toutes les images qui existaient sur Internet, il a entraîné un modèle là-dessus, et donc il y a un gros problème de consentement, parce que les artistes en question, très rarement, voire jamais, ils ont donné leur propre consentement. Ce sont déjà des métiers qui sont précarisés par la numérisation de leurs œuvres. On en a discuté hier, il y a eu une très belle conférence justement sur le milieu artistique, et donc sur comment l'IA aussi peut intervenir là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a... À aujourd'hui, le gros du problème, c'est que d'abord, on essaie d'entraîner des modèles là-dessus. D'abord, on essaie vraiment d'aller récupérer toutes ces images. Par exemple, si on se limite qu'au modèle, on dit text to image. Donc, en gros, vous écrivez la description de quelque chose, comme par exemple, je sais pas, un scénario où le joueur se trouve en effet dans un champ très beau avec des arbres et des oiseaux. Mais ces arbres et ces oiseaux, voilà, sont le fruit d'un entraînement qui a été fait sur des images qui appartenaient à quelqu'un. Donc, d'office, ce qu'on fait, c'est que d'abord on entraîne, et les seuls mécanismes qui existent aujourd'hui, c'est des mécanismes qu'on appelle de opt-out, donc OPT-out, c'est-à-dire la possibilité des artistes, éventuellement, d'aller récupérer leurs images et dire « moi, je n'ai pas donné le consentement, donc j'aimerais bien que de ce modèle d'IA de génération d'images, je sois retiré ». Or, il y a énormément de problèmes qui sont liés à ce mécanisme-là aussi, parce que déjà, vous vous doutez bien, ça implique que de base j'entraîne et puis ensuite a posteriori je vais aller demander d'en sortir. Donc c'est à l'artiste d'aller activement aller demander aux développeurs de sortir de ces modèles. Et de deux, il y a aussi des problématiques liées à l'environnement, parce que ça a l'air de rien, mais tous ceux dont on parle des modèles, surtout d'intelligence artificielle, à chaque fois de réentraîner, ça a un coût de calcul, et donc égale un coût énergétique, donc égale des émissions de carbone, un coût environnemental aussi.
Donc c'est pas très vraisemblable d'imaginer un monde où demain tous les artistes, de un, ils vont aller fouiller, ils vont aller chercher, ils vont les prouver que leurs œuvres ont été utilisées pour entraîner un modèle, et de deux, qui demandent en effet aux développeurs d'aller à chaque fois être retirés, etc. Donc il y a... Ces gens qui pourront jamais le vérifier. Ils pourront jamais le vérifier parce que, comme j'ai dit, en fait, à aujourd'hui, par exemple, j'imagine, je ne sais pas si vous connaissez Stable Diffusion, qui est un de ces gros modèles, un peu comme Midjourney, connu justement de génération d'images. Il y a Stability, donc, qui est l'entreprise de Stable Diffusion, qui est en procès aujourd'hui au tribunal de Londres contre Getty Images, qui est donc, vous savez, c'est juste des photos, mais il y a à chaque fois un watermark d'une espèce de ligne grise où il y a marqué Getty Images. C'est les photos connues des célébrités ou des choses comme ça. La seule façon qu'ils ont eu de prouver que Stable Diffusion a été entraîné sur des images de Getty Images, c'est qu'ils ont retrouvé dans la génération d'images et de photos, parfois il y avait un espèce de fantôme de watermark gris qui ressemblait justement à l'image watermark de Getty. Et donc c'est ça la seule preuve qu'ils ont de montrer qu'en effet ça a été entraîné sur les photos qui sont leur propriété sur lesquelles ils ont copyright. Et du coup, j'imagine que si on repense au jeu vidéo, un concept artiste qui a une plume et un style très particulier, qui a conçu un univers avec une façon de concevoir des personnages qui est bien caractéristique, et là on va voir émerger un nouveau jeu avec un style qui lui ressemble étrangement, mais c'est pas tout à fait ça. Et ce jeu sera pas si pareil, mais un peu différent. Et là, ça va poser ces mêmes problèmes-là, où d'une certaine manière, l'identité esthétique et même peut-être auditive d'un jeu va être pas loin de voler, quoi. Il y a ça, mais surtout, l'idée, c'est qu'il faut réfléchir dès maintenant à des moyens parce qu'on ne veut pas être que négatif, et d'imaginer vraiment des nouveaux moyens de rémunérer ces artistes, parce que c'est vrai que c'est d'autant plus vrai dans le milieu des jeux vidéo, parce qu'ils ont un style particulier, parce qu'il y a des artistes où on sait tout de suite repérer leur lumière, leur style, la façon dont ils ont, je ne sais pas, de représenter des dragons ou des choses comme ça. Donc, moi, je ne le vois pas noir ou blanc, je pense que c'est plutôt vraiment une question très nuancée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à aujourd'hui, il y a énormément d'artistes qui boycottent ce genre de modèle parce qu'ils se voient vraiment leurs œuvres volées. Et il faut trouver un accord, il faut trouver un moyen pour que, d'un côté, les développeurs puissent en effet exploiter ce genre d'outils pour le processus créatif, mais de l'autre côté, que les artistes y soient à juste titre rémunérés. En tout cas, il faut qu'ils discutent. Et aujourd'hui, ce n'est pas trop le cas. On est plutôt dans le phénomène du j'entraîne, je fais, et puis ensuite on verra les conséquences, on y pensera après. Ouais, et ça me fait penser, parce qu'on arrive du coup sur la dimension artistique d'un jeu vidéo qui est souvent un peu moins connu. On a l'impression qu'un jeu vidéo c'est de la mécanique et des procédés ludiques, mais c'est aussi souvent des œuvres artistiques créées par des gens qui ont une vision, et c'est ce dont tu parlais plus tôt. Quand tu mets, toi, ce dont vous craignez, c'est que l'arrivée de quelque chose d'aussi imprévisible que des modèles qui ont une sorte d'autonomie à l'intérieur de jeux va casser, enfin on risque de créer des brèches dans une œuvre artistique que vous espérez cohérente, complète et harmonieuse. Ça se voit déjà dès le début du processus de création, quand on demande aux artistes 2D de créer des concepts 2D pour un peu déblayer l'univers du jeu. Aujourd'hui, si on manque de moyens, si on est une petite boîte, on va peut-être pas faire appel à ce genre de métier, et on va passer par ce dont parlait Giada, on va passer par DALL-E ou par Midjourney. Donc c'est une interface qui permet de rentrer du texte, et on va demander à cette interface, par exemple si on veut faire un jeu, comme disait Giada, où on incarne un personnage dans un champ avec des arbres et des oiseaux, et on a besoin un peu de faire de la recherche autour de la direction artistique de ce champ, ces arbres, ces oiseaux. Et au lieu de faire appel à cet artiste, on va demander à cette interface de générer des images selon les termes qui définissent la direction artistique que l'on veut pour notre jeu, et ça va nous sortir plein d'images. Et on va pouvoir affiner ces images en rentrant encore toujours plus d'informations, et à la fin, on aura tout un ensemble de concepts artistes qui peuvent définir, constituer une vraie direction artistique, sans passer par un concept artiste, un directeur artistique. Et du coup, potentiellement, ça détruit de l'emploi, entre guillemets. C'est pour ça que quand ChatGPT, avec DALL-E et Midjourney, est arrivé, enfin les IA génératives sont arrivées, il y a eu une levée de bouclier de la part des artistes, que ce soit dans l'univers de l'écriture, de l'image ou de la musique. Dans le secteur du jeu vidéo spécifiquement. Ouais. C'est ça, spécifiquement dans le jeu vidéo,
qui ont eu énormément peur parce qu'en fait, là où ils mettaient un mois à produire quelques images, Midjourney mettait 30 minutes, quoi. Donc, dans le cinéma, c'est pareil. On peut déterminer une direction artistique de costume en très peu de temps grâce à Midjourney sans aller récupérer soi-même des costumes. Enfin, ça va extrêmement vite. Donc, la question, c'est de savoir est-ce que ça va détruire des emplois ou est-ce que ça va créer une sorte de mutation de ces emplois vers de nouveaux emplois. Le côté créatif, c'est pareil. Est-ce qu'on va s'en remettre à de l'IA pour des tâches qu'on estime rébarbatives et du coup se dire on va concentrer nos ressources, notre force de frappe sur des choses plus fondamentales, plus artistiques. Ça, c'est une grande question. Je ne sais pas dans quelle mesure, en fait, aujourd'hui et dans les années à venir, l'IA va nous voler... quelle part artistique elle va nous voler dans le processus créatif des jeux vidéo. Juste pour rebondir en effet sur la question du cinéma, j'imagine que vous l'avez entendu, mais à Hollywood, il y a eu la plus grande et plus longue grève de l'histoire d'Hollywood, justement de la part des scénaristes, parce qu'ils se sentent menacés. Donc c'est vrai que la question ouverte, on peut faire que des spéculations, parce qu'évidemment, malheureusement et heureusement, ça ne dépend pas que de nous sur cette table, qu'est-ce qui va se passer sous certains emplois. Mais ce qui est vrai, c'est que l'IA va vraiment transformer certains métiers et c'est tout à fait compréhensible d'avoir face à cette transformation une espèce de crainte, de peur, surtout sachant qu'en effet, ça peut accélérer le processus créatif, mais ça peut aussi aller détruire des emplois. Justement, les scénaristes se disent, si je suis scénariste d'une sitcom où c'est toujours un peu la même soupe, c'est très facile de faire la même chose en quelques minutes, en quelques secondes, juste avec ChatGPT. Donc, il y a une vraie question que se pose, où en effet, si je veux générer... J'avais assisté à une conférence, justement, où il y avait pas mal d'artistes qui étaient invités, tous de différents milieux. Et il y en avait un justement dans le milieu du cinéma qui était un peu la personne en charge de créer l'environnement, l'atmosphère qu'il y a autour de films. Il avait fait les Avengers et tous ces films qui ont vraiment une espèce d'univers et d'atmosphère assez unique. Et il s'est dit, moi je me sens tout à fait menacé parce que lui, ce qu'il fait dans la réalité, c'est qu'il va dans les lieux, il se rend physiquement dans des lieux, il essaie des lumières physiques et il essaie de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais si quelqu'un, en effet, même avec aucune expérience, peut générer ça et proposer ça à la direction artistique, ça va poser un peu un problème. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment deux bouts de société, on va dire, qui ne communiquent pas encore assez. Parce que d'un côté, les artistes, ils sont assez isolés dans leur monde, malheureusement. Et surtout, on ne les consulte pas quand on veut créer des nouveaux modèles d'IA, par exemple. Et de l'autre côté, moi, ce que je remarque aussi, c'est que souvent, les développeurs et les ingénieurs d'IA, ils sont complètement détachés de la réalité. Au moment où ils sont en train de développer de nouveaux modèles, ils ne savent même pas à quoi ça va servir. Donc, si les deux ils sont un peu détachés de ce qui se passe et qu'il n'y a pas de communication, il y a de la peur, il y a un peu du mépris aussi qui se crée et des risques d'exploitation. Et du coup, pour poursuivre cette idée-là, que dans le jeu vidéo, il y a des potentialités de travailler mieux, plus vite, mais aussi le risque de perdre le contrôle d'un processus créatif qu'avant, quand même, un certain nombre de game designers, j'imagine, protégeaient jalousement. Peut-être ça peut introduire cette vidéo-là, mais tu parlais tout à l'heure du quatrième mur, et c'est vrai que de la même façon que quand on joue à un jeu de société, on a envie que les participants, le temps du jeu, en respectent les règles, en poursuivent l'objectif, et ne se mettent pas à jouer contre les règles. Ce serait absurde au Monopoly que quelqu'un ne veuille plus avancer. Ils disent, j'espère faire les plus petits dés. Non, les gens doivent quand même jouer le jeu du jeu. Et l'exemple de ça, de manière peut-être plus sophistiquée qu'avec mon exemple de Monopoly, c'est un peu cette idée. C'est dès que vous créez un univers fictif dont vous espérez que chacun des participants joue le jeu, donc ça inclut les PNJ. Et là, dans l'exemple, je te laisse expliquer en quoi ils rendent d'une certaine manière cette fiction qu'on aimerait bien conserver quand on joue. D'ailleurs, sinon on ne jouerait pas. Ouais, tout à l'heure, je vous ai montré une vidéo d'un monde ouvert urbain qui n'est pas vraiment un jeu vidéo puisqu'il n'a pas été commercialisé, donc il n'y a pas de narration dedans, il n'y a pas de propos, il n'y a pas d'histoire. Les personnages ne sont pas là pour nous donner des quêtes ou des objectifs à remplir, à suivre. Mais là, à l'origine, là, ce qu'on va voir, c'est un jeu qui s'appelle Skyrim, donc c'est un jeu de rôle dans un univers médiéval fantastique.
Et tous les PNJ, donc les personnages non joueurs là qu'on voit à l'écran et qui peuplent le monde, ils ont été écrits à la main par des scénaristes, des narrative designers. Ils ont des propriétés parce qu'ils peuvent éventuellement se battre contre le joueur. Donc ça aussi, ça a été pensé par les game designers. Et tout ça dans un but, dans le respect d'une direction créative et artistique. Donc ils ont un rôle à jouer dans l'histoire que le game designer, le directeur narratif veulent raconter aux joueurs. Et là, il y a, dans cet exemple, il y a un modeur, ce qu'on appelle un modeur, donc c'est un indépendant, un développeur assez talentueux qui a branché ChatGPT au jeu et qui, en gros, a débranché tous les scripts des personnages. Donc les personnages n'ont plus ces lignes de dialogue écrites à l'origine par les designers. Elles sont complètement débranchées et maintenant, c'est ChatGPT qui prend le relais. Donc là, vous avez un YouTuber qui en fait va s'adresser oralement, là comme tout à l'heure, mais à ces personnages en leur racontant un peu tout ce qui lui passe par la tête. Et vous allez voir. Gandalf. Yes, this is basically a theoretical question. Would you consider yourself a better wizard than Gandalf? Just answer me with yes or no, please. Donc là, vous voyez, en gros, pour traduire, il casse le quatrième mur, le YouTuber. Il lui demande est-ce que tu te considères comme un meilleur magicien que Gandalf? Donc là, il est en train de confronter deux univers complètement différents. Il confronte l'univers du jeu qui s'appelle Skyrim. Gandalf du Seigneur des Anneaux, précise. À Gandalf, le Seigneur des Anneaux, le magicien du Seigneur des Anneaux. Et donc, normalement, on imagine bien que ça aurait été jamais écrit par les narrative designers dans Skyrim, puisque ça n'a rien à voir avec le jeu. Et là, ChatGPT autorise du coup les PNJ à répondre à la question. Donc ça casse le quatrième mur. Oh, my friend, I appreciate your curiosity, but it wouldn't be right for me to compare myself to such a legendary figure. True. Gandalf was a truly exceptional wizard with... Donc vous voyez, il répond en gros, c'est une question intéressante, mais c'est compliqué de me comparer à Gandalf, qui est un magicien si talentueux, etc., etc. Donc en fait, ce personnage, normalement, il est écrit pour dire des choses très spécifiques, propres à l'histoire. C'est très balisé. Il n'a pas d'autonomie, il a zéro autonomie, il ne répond que ce qu'on lui a autorisé de répondre. Et là, il prend une autonomie incroyable, basée sur des millions, voire des milliards d'informations dans lesquelles il peut puiser et s'adapter à la question du joueur. Et aujourd'hui, comme on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très compliqué de brancher cette IA qui a une autonomie incroyable et en même temps de baliser, de contraindre ce qu'elle va dire pour que ça n'autorise pas le joueur et les PNJ à sortir de l'univers qui est imposé et donc casser potentiellement ce quatrième mur. Ouais, là, du coup, ce personnage a trahi le jeu en un sens, il a rompu l'immersion, parce que là, c'est devenu méta, en fait. Le joueur sait qu'on rigole avec les mondes, etc. Mais alors, je sais pas, je me tourne vers toi, Giada, du coup, qui connaît bien le secteur. Moi, ce qu'il faudrait alors, c'est que Skyrim ait développé son propre système d'IA, entraîné sur toutes les données du lore. Donc le lore, c'est la Bible, c'est l'État, c'est l'équivalent de l'histoire humaine, mais à l'intérieur du jeu, qui va expliquer ce qui a existé, ce qui n'a pas existé. Il faut rester cohérent avec ça, sinon le monde s'effondre, comme là, lui, il vient de rompre le lore. Et du coup, il faudrait des IA entraînés par des studios de jeux vidéo, et auquel cas, là, on serait dans une immersion maximum, sans risque de casser le fameux mur. C'est vrai qu'on pourrait avoir logiquement tendance de penser ça, mais malheureusement, ça ne garantit pas à 100% que ça va marcher. Toujours pour cette fameuse question des hallucinations, de l'imprévisibilité de ce genre de modèle. Donc c'est vrai que, en fait, déjà, il faut imaginer qu'entraîner from scratch, donc à partir de zéro, un modèle de langage de ce type, ça voudrait dire que moi je pense que toutes les données de Skyrim ne seraient pas suffisantes. Et donc, il faudrait plutôt opter pour un fine-tuning, on appelle, donc, c'est-à-dire prendre par exemple GPT-4, donc, qui est à la base de ChatGPT, et de l'adapter en gros à tout le scénario de Skyrim, qui je pense que c'est ce qui un peu s'est passé. Mais ça laisse vraiment ça laisse quand même la fenêtre ouverte à des dérives. Et donc, je ne suis pas sûre que ça soit... Très probablement que, après Maxime aussi de donner son opinion là-dessus, très probablement que c'est là où
les boîtes et les entreprises quand même de développement de jeux vidéo c'est vers où ils vont aller. Mais c'est vrai que ça ne garantit pas à 100% une fiabilité et je ne parle pas juste des dérives de tout ce qu'on a parlé, tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, mais même juste en effet, de ne pas casser le quatrième mur ou de ne pas, à un moment donné, aller dérailler complètement. Et ça, encore une fois, c'est dû au fait que c'est impossible. Moi, j'ai pendant longtemps travaillé avec des chatbots qui étaient beaucoup plus rudimentaires que ceux qui existent aujourd'hui. Et c'est impossible à chaque fois d'aller prévoir vraiment tous les échanges qu'un être humain peut avoir avec surtout si vous lui dites, vous pouvez avoir tout type de conversation, ça peut parler de tout n'importe quoi, vous ne savez pas ce qui va déclencher chez la machine quelque chose qui va faire dire complètement n'importe quoi. Ça peut être quelque chose qui a été mal compris, ça peut être quelque chose qui a été mal entraîné, ça peut être des données qui manquent, qui ont été... ça dépend de tellement de choses et c'est tellement imprévisible que même pas les mêmes développeurs, ils savent... anticiper ce genre de choses. Donc ça rendrait les choses un peu plus sûres, entre guillemets. Mais ce qui existe aujourd'hui, c'est plutôt de mettre des espèces de garde-fous et techniques, et légaux, éthiques, etc., autour de ces modèles. Et c'est la seule façon qu'on a aujourd'hui de garder un peu sous contrôle ce genre de machine. Et c'est vrai qu'on a tendance, juste pour reprendre un peu les mots de tout à l'heure, moi, ce que je critique souvent, c'est ce langage de autonomie, parce qu'il y a toujours des humains derrière. Et c'est très simple de se cacher un peu derrière le rideau et dire, vous savez, un peu comme le magicien d'Oz, et de dire « Ah, moi, j'y suis pour rien, j'ai juste entraîné mon modèle, et puis ce qu'il va faire, j'en sais rien ». Pour moi, c'est une grosse faute de responsabilité, à la fois morale et légale, parce que on se cache vraiment derrière ces machines intelligentes et on va essayer vraiment de décaler la responsabilité, de dire j'y suis pour rien, c'était imprévu, moi je fais de mon mieux, mais pour l'instant c'est tellement volatile et imprévisible que je peux rien faire. Et ça, faut lutter contre ça. Tu voulais réagir, Maxime ? Ouais, alors jusqu'à maintenant, on s'est posé la question des possibilités, mais on ne s'est pas posé la question de savoir si c'est vraiment ce qu'on voulait. Donc là, il y a l'arrivée de cette nouvelle technologie, il y a un effet waouh. On se dit, waouh, les possibilités sont illimitées. Mais on ne s'est pas encore posé la question de savoir si les joueurs, c'est réellement ce qu'ils voulaient. Parce que qui dit énormément de liberté, dit aussi... ça sous-entend qu'on va un peu se perdre dans l'expérience. C'est-à-dire que là, ces personnages, à l'origine, ils sont censés nous raconter des choses qui nous permettent d'avancer dans l'histoire, d'évoluer dans le scénario, de résoudre des quêtes. Si on les design de telle manière à ce qu'ils ressemblent presque à des humains parce qu'ils ont une autonomie parfaite dans les dialogues, on va s'attarder à raconter... à dialoguer avec eux, mais ça ne va pas forcément servir le propos du jeu. Donc c'est époustouflant, mais est-ce que le joueur va dépenser 50, 60, 70 euros pour perdre du temps ou s'attarder à avoir des dialogues qui finalement l'écartent un peu d'une expérience qui est censée être un peu maîtrisée, contrôlée par le designer et à côté de laquelle il risque de passer. Donc voilà, ça pourrait permettre énormément de choses dans certains types de jeux, orientés bac à sable, orientés jouets. Mais par contre, qu'est-ce que ça peut apporter à des jeux orientés plus expérience narrative Juste pour essayer de jouer un tout petit peu la contradiction de ça, parce que c'est vrai que du coup, de ce qu'on entend, on conclut qu'on n'a pas envie de mettre dans des jeux qui sont richement pensés, de mettre de l'imprévisibilité au cœur de ces jeux-là, parce que ça peut sortir du jeu comme le fait ce monsieur, mais ça peut aussi juste détourner en fait, parce que le jeu est pensé ludiquement pour que le joueur y soit embarqué. En fait, plutôt que favoriser l'immersion, ça peut au contraire la casser. Mais d'un autre côté, il y a un truc que les game designers, je crois, recherchent un peu parfois, c'est le fait de pouvoir garantir la rejouabilité. Ça veut dire qu'on va faire une partie, et ensuite on va refaire une autre partie, elle sera différente de la première partie. Et là, une des méthodes pour le faire, c'est d'ajouter des facteurs qui varient. Par exemple, un peu d'aléatoire. Dans le coffre, ce coup-ci, j'ai eu un épée, la fois d'après une dague. Et du coup, ça fait que je vais jouer un peu différemment. Mais l'imprévisibilité des IA permet aussi, j'imagine, de créer beaucoup de rejouabilité et d'avoir, si elle est bien canalisée et domptée dans des process ludiques, là, on peut vraiment avoir des parties qui se ressembleront plus. Et là, pour le coup, je vois un potentiel de jeu qui n'a pas 2 ans de durée de vie, mais 15 ans grâce à la richesse des modèles. Oui, bien sûr, mais voilà, comme d'hab, ça dépend vraiment du type de jeu. Pour une œuvre vraiment orientée
cinématographiques. Il y a plein de jeux qui ressemblent, on pourrait les comparer à des films interactifs. Il n'y a pas, pour ce type de jeu, d'intérêt à créer de la rejouabilité, mais du point de vue de l'IA générative. Si c'est par exemple des jeux à embranchement multiple, où on peut choisir ses répliques, il y a déjà, on va dire, un gros travail qui a été fait par les narrative designers qui permet aux joueurs de recommencer, de choisir une branche différente et de revivre quelque chose de différent. Après, on l'a abordé tout à l'heure, oui, on peut se servir de l'IA générative pour créer des environnements différents, donc créer de la rejouabilité d'un point de vue esthétique. Ouais. Tu parlais de ce truc de planète, c'était avec de la génération procédurale, mais imaginons que ce ne le soit plus. Peut-être tu peux donner l'exemple du jeu où tu te déplaces de planète en planète. Ouais, il y a un jeu dont j'ai déjà oublié le nom, c'est pas Star Citizen, enfin bref. Il y a un jeu qui est sorti il y a, je crois, 4-5 ans, qui génère de manière procédurale un nombre presque illimité de planètes. Mais la technologie fait qu'en fait, ces planètes et les biomes qu'elle propose sont pas extrêmement intéressants. C'est illimité, mais on n'a pas encore la technologie qui permette de créer du game design, du gameplay, de l'interactivité pour justement exploiter ce côté illimité généré par l'IA. Ça pourrait peut-être le devenir, mais voilà, ça c'est des jeux très orientés jouets, très orientés bac à sable, donc ça s'adresse à un certain type de joueurs, ça s'adresse à des joueurs, un peu les joueurs de Minecraft qui ont envie de se créer leurs propres expériences, et ils ont besoin justement de ces outils qui leur permettent d'être créatifs, mais de manière extrêmement illimitée. Donc là, il y a des perspectives incroyables de ce point de vue-là, c'est évident. Tu veux dire un mot ? Oui, non, juste pour rebondir rapidement, il ne faut aussi pas oublier que informatiquement, c'est impossible de reproduire l'aléatoire. Donc même si on parle de aléatoire, par exemple, c'est ce que rappelait aussi Maxime, c'est toujours procédural dans le sens où on a l'impression que c'est illimité, que c'est infini, mais c'est toujours quand même prédéfini auparavant. Et j'imagine dans les jeux vidéo, c'est aussi grâce à ça qu'on ne tombe pas dans des pièges ou dans des gros bugs où on ne peut plus jouer. Donc on a tendance souvent à penser que, je sais pas, il y a de l'imprévu, de l'aléatoire, mais c'est souvent précodifié auparavant. Et c'est peut-être la solution qu'on pourrait imaginer pour ce genre d'IA générative, de se dire, on leur donne un cadre donné, une espèce de gros éventail de possibilités, mais ça reste quand même pré-encadré par les développeurs et dans un univers en effet fini pour et à la fois ne pas sortir du jeu, ne pas sortir du scénario, et surtout, mais dans le même temps, laisser quand même un peu la main libre aux joueurs. Et en effet, on en discutait hier soir. Moi, j'ai des collègues aussi au sein de mon entreprise qui travaillent justement dans des outils, sur des outils de génération, par exemple, de patterns, de textures au sein des jeux vidéo. Et là où ça peut être intéressant, j'ai un collègue qui m'a montré un jeu de simulation où on peut avoir notre propre ferme et juste en écrivant textuellement ce qu'on souhaite avoir dans notre ferme, on peut faire pousser des tulipes, des tournesols ou des choses comme ça, ou alors créer vraiment des textures presque infinies, encore une fois, presque, mais donner l'impression de l'infini et de cette grosse éventail de possibilités aux joueurs. Et je pense en effet que ça, en tout cas, ça peut être un peu la première étape de laisser un peu plus de liberté. Mais en effet, je suis tout à fait d'accord avec Maxime quand il dit que si on retourne sur la question de la conversation et du dialogue, c'est vrai que parfois on peut se dire ok, ça pourrait être intéressant, genre dans GTA, de s'arrêter, discuter, je sais pas, avec quelqu'un dans la rue, mais combien de fois on va le faire pour discuter pendant des heures et des heures alors que c'est pas le but de la mission? Est-ce que ça va nous détourner? Est-ce que ça va juste nous accrocher? Donc il faut aussi se demander la fameuse question qui est malheureusement liée partout dans le numérique, qui est de l'engagement de l'utilisateur. Jusque quand et jusqu'où et à quel prix on veut garder le joueur vraiment accroché captif, au jeu. Ouais. Oui. Mais après, il y a des jeux, ça s'appelle les walking simulators, où il n'y a pas vraiment de but, il s'agit juste de marcher, de se promener dans des plaines, où en fait vraiment juste des jeux. Et là, je verrais bien un petit peu de ces éléments-là, parce que vu que t'as pas d'autre but que de balader et un peu errer au hasard, ça se prête bien à, je trouve, ces conversations génératives.
Mais voilà, je redis un peu, parce que je sais pas si les gens nous ont rejoints, mais au début on l'a dit, mais peut-être un peu vite, qu'il y a le risque de l'effet aussi Elisa quand même, dont on a un peu arrêté de parler, mais que à trop sophistiquer les dialogues, il y a quand même un risque de perdre le contact, pour des joueurs de se mettre à y croire trop. Et le jeu, j'ai l'impression, moi de ce que je vois dans les jeux en général, c'est une très fine ligne. Il faut y croire, parce que s'il y a des mecs qui parlent de choses qui sont en dehors du jeu, ça rompt le charme. Mais il ne faut pas trop y croire non plus, parce que là, on tombe dans quelque chose de très dangereux. Et j'ai l'impression que des deux côtés de cette corde, l'IA pose des problèmes. Et alors, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, mais je vois que l'heure a avancé. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'Assemblée, mais on peut prendre 10 minutes pour y répondre, si vous le souhaitez. Il n'y a peut-être pas de questions aussi. Ah. Mais merci. L'industrie du jeu vidéo nous a plutôt habitués à inventer ces outils plutôt qu'à utiliser des outils qui existent déjà. Par exemple, sur la question du matériel, les cartes graphiques ont principalement été inventées pour faire des jeux vidéo, et donc les innovations dans le matériel informatique viennent du secteur du jeu vidéo en grande partie. Donc dans votre intervention, dans votre débat, vous vous êtes surtout focalisé sur utiliser des outils d'IA qui existent déjà par ailleurs. Est-ce que la plupart des apories vers lesquelles vous êtes arrivé, sortir du jeu, casser le 4e mur, etc., est-ce qu'elles ne seraient pas différentes, je dis pas résolues, mais simplement différentes, si les développeurs de jeux vidéo développaient leurs propres algorithmes d'apprentissage, leur propre base de données, leur propre base d'apprentissage, leur propre démarche, plutôt que d'essayer d'utiliser des outils qui existent par ailleurs? C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a dit un peu avant aussi. Le souci là-dedans, c'est comme je disais, déjà il faut avoir à disposition énormément de données, et quand on parle vraiment d'énormément de données, il faut imaginer, on a tendance à dire c'est tout Internet, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Et la question, c'est aussi donc déjà de un, est-ce que les entreprises qui développent des jeux vidéo ont en disposition autant de données? Il faudrait peut-être 30, 40, 50 ans de jeux vidéo, et aussi nettoyer entre guillemets les données, donc pour qu'elles soient propres, pour qu'on puisse entraîner là-dessus, c'est pas chose simple. Et de deux, en fait, ça ne garantit pas forcément le manque de ce qu'on appelle des hallucinations, donc c'est-à-dire vraiment un modèle qui déraille complètement. Donc c'est vrai que très probablement c'est ce vers quoi on va probablement aller. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont leur propre, moi je le vois dans tout secteur, ou même les secteurs qui sont le moins imaginables, on commence à avoir vraiment des équipes d'ingénieurs au machine learning. Mais c'est vrai que si on continue avec ces tendances d'avoir de plus en plus de données, etc., je suis pas sûre en fait qu'il y ait les capacités, en tout cas aujourd'hui. Probablement dans 6 mois, 1 an, 5 ans, c'est un peu imprévisible. Mais on reste en fait lié, ancré malheureusement à toutes les problématiques qui sont liées au machine learning en général, même si on avait des choses qui sont vraiment très, très ancrées là-dessus. Après, c'est vrai que c'est une question qui se pose, mais je pense que ça va prendre beaucoup de temps, en tout cas avant que ça soit bien maîtrisé. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui on a d'abord le modèle brut, et puis ensuite on construit plein de briques tout autour. Le gros du souci aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais c'est que c'est aussi assez simple de se passer de ces briques de sécurité. Donc ça ne m'étonnerait pas que juste par le biais d'une conversation qui n'était pas prévue auparavant, d'un modèle qui est vraiment spécifié pour un jeu en particulier, que ça fasse sortir du scénario quand même, et que ça commence à dire n'importe quoi. Donc pour répondre un petit peu à votre question avec un exemple concret, il y a Nvidia qui a annoncé là il n'y a pas longtemps leur propre chat GPT entre guillemets, mais via un trailer, mais qui est pas extrêmement qui est pas très évocateur. Il transmet pas énormément d'informations sur ce qu'ils sont capables de faire, mais en tout cas ça rejoint un peu les vidéos qu'on a montrées juste avant. Ils proposent leur propre IA générative qui permet justement à leurs personnages non joueurs d'offrir des dialogues illimités avec le joueur. Tout en restant dans la cohérence de leur monde. C'est ça. C'est ce que vous décriviez. Ils gardaient la main tout en ayant la puissance de la génération, quoi.
Donc en fait, l'IA générative, c'est constamment branché à Internet, ça ne marche pas en local, donc c'est compliqué de ça peut marcher. Ça peut, mais il faut extraire l'information, ça prend beaucoup de place, et donc là, j'imagine qu'ils ont leur propre banque de données pour justement avoir uniquement, on va dire, ou en tout cas presque uniquement, comme disait Giada, il faut quand même des informations qui ne sont pas prévues, mais une banque de données qui respecte leur univers, quoi. Donc là, on ne connaît pas leur univers, ils proposent une vidéo dans une ambiance un peu steampunk. On arrive dans un restaurant japonais du futur, et puis en fait, on parle avec un... Pardon. Hey Jen, how are you? Donc là, celui qui vient de parler, c'est le joueur, avec son casque. Unfortunately, not so good. How come? I'm worried about the crime around here. It's gotten bad lately. My ramen shop got caught in the crossfire. Can I help? If you want to do something about this, I have heard rumors that the powerful crime lord Kuman Aoki is causing all sorts of chaos in the city. He may be the root of this violence. I'll talk to him. Where can I find him? I have heard he hangs out in the underground fight clubs on the city's east side. Try there. Okay, I'll go. Be careful, Kai. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre la possibilité d'une quête pour le joueur. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont potentiellement prévu qu'on puisse parler librement avec un personnage, et en fonction des sujets qu'on aborde, ça va diriger le joueur vers une quête qui est prévue par les designers, qui a été écrite, game designée, etc. Donc ça a l'air de plutôt bien fonctionner. C'est qu'un trailer pour le moment, mais ce qu'on a vu avant, c'était pas le cas. C'était vraiment, je discute avec les PNJ, on parle de la pluie et le beau temps, mais derrière, c'est pas redirigé vers un objectif de jeu. Donc en fait, ça crée une immersion, c'est super intéressant, ça ouvre des possibilités, mais c'est déconnecté un peu de l'histoire et des objectifs du jeu, alors que là, ils ont l'air de proposer une technologie qui permette de brancher, de faire se connecter les deux piliers, à savoir le pilier immersif, pour pouvoir parler à n'importe qui de n'importe quoi, et en même temps les objectifs du jeu. Donc c'est Ouais, mais là c'est presque le problème inverse, mais c'est peut-être le truc de la démo. De ce que j'ai entendu, c'est extrêmement puissant, et de toute façon Nvidia a toujours été, c'était l'exemple parfait, je pense, de pionnier du jeu vidéo qui devient pionnier de l'informatique tout entier. Mais c'est vrai que là, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est fondamentalement un PNJ habituel, c'est-à-dire que le comment allez-vous est un peu conventionnel, et très vite il te dit d'aller voir le mafieux, en fait il te donne une quête, et en fait ce qui aurait été intéressant, c'est que on voit ce qui se passe si le joueur avec son casque lui dit ok, bon, il y a de la criminalité, mais tu peux pas me servir un cocktail là, et puis j'en ai un peu marre de parler de violence. En fait, essayer justement de tester la sortie du script et de voir si tout en étant interactif, le donneur de quête résiste et reste un peu, tout en étant riche et complexe, reste focus sur le fait que le joueur ne doit pas sortir du jeu. Surtout s'il propose une quête, ça veut dire que c'était prévu auparavant. En fait, ce qui est possible aussi, c'est de prévoir toutes sortes de conversations qui marchent dans tous les cas, mais que ça t'amène à la fin toujours à la même suite. Mais du coup, ça peut cocher toutes les cases en même temps. Il peut accepter de te servir un cocktail, discuter un peu avec lui de la société dans laquelle ils évoluent. Et en fait, à la fin, quand même, il dit bon, va-t'en, va faire ta quête, quoi. C'est une sorte d'IA qui serait un peu soucieuse de la continuité du jeu. Et puis voilà, bon, après, il peut aussi lui parler d'alcool, halluciner, et le serveur devient en danger pour la jeunesse. Donc ça va, je sais pas, un truc. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Moi, en tant que profane et papa de jeune qui est à fond dans l'IA, qui est en train d'en créer une d'ailleurs, voilà. J'apprends plein de termes très intéressants. Et donc, de mon regard de profane, je regarde ce temple très intéressant. Je pense que la création de l'IA, sans être provocateur, une intelligence artificielle, nous sommes nous une intelligence naturelle, sans concept spirituel ou autre, on a été créé par quelqu'un.
On est en train de créer donc une intelligence artificielle, puisque c'est nous-mêmes qui la créons. Cette artificialisation, je comprends qu'elle a des soucis se créent dans la création des jeux vidéo sur le balisage des dérives éventuelles, sectaires, religieuses, meurtrières peut-être. On peut me parler de terrorisme ou autre, hein, c'est d'actualité. Et je me demande à quel point on peut, nous, humains, modéliser les barrières que l'humain s'est mis lui-même. C'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'humanité où il essaie de se copier lui-même, l'humain. Et la chose certainement la plus complexe qui est l'intelligence, sans revenir sur cette définition d'ailleurs. Et à quel point justement l'homme, là, l'humain, nous, les créateurs de d'IA et les utilisateurs peuvent baliser ce que nous sommes mis comme balises, c'est-à-dire des balises éthiques, morales. On peut parler aussi de spiritualité dans leur globalité, et jusqu'à quel point on peut modéliser ça à l'heure actuelle pour éviter toutes ces dérives dans les jeux vidéo. C'est 100% mon métier en fait. C'est à 100% mon métier au quotidien. Ça ne veut pas dire que j'ai toutes les réponses, mais peut-être si on essaye de repartir depuis le début, il ne faut pas oublier que intelligence artificielle, moi je pense que c'est une mauvaise traduction. D'ailleurs, je préfère parler de machine learning, qui est ce qui se fait aujourd'hui. Et en anglais, intelligent, ça ne veut pas dire intelligent, mais ça veut dire quelque chose qui est capable de faire plein de choses. Parce que sinon, on dirait smart. Donc, intelligent, ça veut dire qu'il y a plusieurs compétences. Et un des pionniers de l'IA, Alan Turing, dans son fameux papier où il introduit justement l'exemple de The Imitation Game, donc ce qui est appelé aujourd'hui le test de Turing, il commence par dire est-ce qu'une machine peut penser, mais finalement il se dit c'est tellement complexe de décrire qu'est-ce que ça veut dire penser, qu'est-ce que c'est l'intelligence, qu'on ne va pas du tout s'intéresser à ça. Plutôt ce qui l'intéressait lui, c'était la simulation de l'intelligence, donc la simulation de pouvoir faire en sorte que ça puisse tromper les humains. Et en fait tout le test de Turing, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte de tromper les utilisateurs qui sont en face de nous, et c'est un peu le but qu'il y a aussi aujourd'hui. Donc ceci dit, je pense que le gros du problème qu'on a souvent aujourd'hui, c'est qu'on essaie de se comparer. On essaie de comparer nos compétences avec les compétences d'une machine, mais on ne se met pas à comparer, par exemple, nos compétences mathématiques avec une calculette, parce que juste on perd, mais ce n'est pas pour autant que la calculette, elle va conquérir le monde. Donc, c'est ce que je disais auparavant, je pense qu'il y a... C'est un monde très complexe, qui est assez jeune, où historiquement, il y a eu une période où c'est rien du tout passé, on appelle l'hiver des l'IA, et puis d'un coup, surtout depuis Transformers, bon, je vais passer un peu les termes techniques, mais depuis 2018, on a vu vraiment grimper toutes les compétences qu'on connaît aujourd'hui. Mais comme je disais avant, il y a tout un langage, surtout poussé par les industries des l'IA, qui sont très peu, malheureusement aujourd'hui, on est vraiment face à un risque de monopole. C'est pour ça que moi aussi, avec mon entreprise, on pousse le plus possible à l'open source pour faire en sorte que ça soit de 1 accessible tout le monde et que ça soit un peu démocratisé, et pas juste concentré dans les mains de très peu de gens. Mais ce discours du... autonomie, etc., ça nous fait vraiment oublier les humains qui est derrière. Et aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, il y a toujours des humains derrière. Même lorsqu'il y a des IA qui se auto-reproduisent, ça a toujours été à partir d'un input humain, et ça ne peut pas être autrement. Et puis surtout, il y a toujours la possibilité de débrancher, parce que ça tient à l'électricité, ça tient souvent à Internet. Donc c'est pas plus banal que ça de se dire juste, ça va, c'est assez simple de faire en sorte d'en sortir. Et ensuite, quels sont les types d'encadrement qu'on peut faire ? On regarde aujourd'hui, surtout en européenne, très rapidement, il y a des régulations qui sont en cours. Donc, on est un peu les premiers à essayer de réguler, même si les États-Unis aussi, avec leur AI Bill, ils sont en train aussi de réguler. Donc, ça, c'est plus d'un point de vue juridique. Éthiquement, moi je travaille beaucoup sur les chartes éthiques, les frameworks éthiques. Ça a beaucoup de limites, mais c'est vrai que quand si vous voulez, on pourra en reparler après, parce que je vois que le temps passe. Ouais, ça va. Mais c'est vrai que quand on commence dès le début d'un projet d'IA à avoir plein d'encadrements, ça peut être en régulation, mais on peut parler aussi du plus petit, d'une licence d'utilisation. Et il y a énormément de questions qui sont liées aux licences d'utilisation. Je parlais tout à l'heure du souci du copyright, du souci de l'open source, etc. Mais si on
mes dernières recherches portent justement cette espèce de trilogue qui peut exister entre de la documentation technique très détaillée, une licence d'utilisation qui soit un peu détaillée aussi, et ensuite un encadrement éthique. C'est un framework qui peut essayer de marcher et qui peut essayer en tout cas d'encadrer quels sont les objectifs d'un système en particulier. Je suis désolé. Je suis désolé, c'était Cavalier d'arriver, de remplacer Nicolas, qui était attendu par les rugbymen, et vous savez, c'est des gens gentils, mais et par le maire. Et donc, bon, pour l'autre séance, c'est un timing qui n'est pas génial. On fera mieux l'année prochaine en termes de tenons et mortaise, quoi. Donc, moi, je vous connais depuis hier, mais j'ai pas pu vous écouter parce que j'étais sur une autre conférence. Et je vous remercie beaucoup d'être venu. Merci à vous.